En janvier 2022, donc tu affichais dans tes posts que tu étais oratrice nationale de la France Insoumise. Yes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ça a été un choix de ta part ou... Oui. D'accord. Peut-être que le mot ghetto n'est peut-être pas approprié, mais est-ce que tu peux comprendre que ces villes-là soient targuées de ghetto littéralement? Alors moi, je refuse le terme ghetto parce que ça insinuerait que j'élève mon fils dans un ghetto et je le refuse. Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Real Talk Real Shit. Donc aujourd'hui, je reçois Nastéo Aden, qui est mère, qui est également salariée et qui est femme politique, j'allais le dire, parce que tu es conseillère municipale et territoriale de Stein. Et donc, je la reçois aujourd'hui pour parler d'elle et pour parler un petit peu de tout ce qui est relatif à la politique en France et de l'engagement des personnes issues de la diaspora en France dans la politique. Donc, restez connectés. Je vous invite à cliquer sur s'abonner et à activer la cloche comme d'habitude pour être sûr que vous ne manquez rien. C'est parti les amis. Hello Nastéo. Hello. Comment ça va? Écoute, très bien. Merci beaucoup pour l'invitation et je suis très contente de partager ce moment de vérité. J'aime beaucoup ton podcast et ton format. Merci. Et donc, c'est parti pour un moment de vérité. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Comment tu te sens sur une échelle de 1 à 10 là? Écoute, je me sens très très bien parce que ce moment, en fait, on l'a provoqué depuis un moment et donc je trouve que c'était ce début d'année un bon timing pour échanger parce que ça donne aussi un peu cette lancée, donc très très bien. Je pense qu'il ne pouvait pas mieux tomber que maintenant sur ce début d'année. Je m'étonne. Voilà. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette nouvelle année? Eh bien, je pense qu'on peut tous se souhaiter une santé de fer auprès de nos familles. Moi, j'ai 2 enfants, je suis mariée, je suis la 6e d'une famille de 8 enfants. Wow. Et donc voilà, on peut tous se souhaiter que finalement, on ne peut pas rendre immortels les gens qu'on aime, mais on peut se souhaiter de passer le plus longtemps auprès d'eux. Et c'est vraiment tout ce que je souhaite au quotidien. Écoute, c'est tellement beau que je me le souhaite aussi. Je nous le souhaite. Beaucoup de santé, beaucoup de paix intérieure et de sérénité. Et bien entendu, l'argent pour moi en tout cas et pour toi également. Et ça vient... Dès que tu as la santé d'accomplir les choses, tu accomplis tout. Exactement. Voilà. Et bien sûr, dans la foi, parce que je suis très croyante. Ok, parfait. Tu as dit que tu étais issue d'une fratrie de 8 enfants. 8 enfants. Alors, d'où tu viens? Quelles sont tes origines? Alors moi, je suis née et j'ai grandi à Djibouti. Et donc, je suis venue en France en 2007 à l'obtention de mon bac à Djibouti. Et du coup, je suis venue pour faire une classe préparatoire, puis une école d'ingénieur. Et comme mon père aime à dire, il y a soit l'amour, soit le travail qui nous fait voyager, eh bien moi, l'amour m'a fait rester. Et donc voilà, je suis là... Et donc, j'élève mes enfants et j'y m'y suis engagée. D'accord. Donc, voilà. Comment tu décrirais ton enfance et ton adolescence? Alors, moi, je viens d'une famille très engagée. Papa militaire, chef d'état-major, maintenant à la retraite. Et j'ai très vite grandi dans un éveil, j'ai envie de dire, à la fois engagé mais conscient. Plus conscient qu'engagé d'ailleurs, et dans lequel en fait il y avait une triptyque qui était très importante, 3 choses qui sont très importantes: la foi, la discipline et la rigueur. Et donc grandir dans cela, quel que soit le challenge, eh bien avec la foi on peut relever le défi, et avec la discipline et la rigueur on peut accomplir les choses. Et donc voilà, j'ai un peu grandi dans cela, et donc et c'est un peu ma réflexion du quotidien sur quel que soit finalement l'analyse qu'on en fait, à la fois qu'elle soit sur la politique, sur comment élever ses enfants, comment être femme, comment ceci. Donc, c'est toujours la même conscience qu'on met en œuvre, comment je mets en œuvre ma foi, ma rigueur, ma discipline, etc., etc. D'accord. Donc, quand tu es enfant, cette rigueur-là, elle s'exprime comment? Dans tes études, ou plutôt dans les activités que tu fais, ou dans la façon dont tu te comportes à la maison? Comment elle s'exprime? Comment s'expriment ces valeurs-là, si tu as encore des souvenirs? Alors, elle s'exprime par un mot très, très simple: militaire. Ah, d'accord. Voilà, et s'exprime par cela, c'est le papa militaire. Quand on repasse l'uniforme, qu'on met l'uniforme, eh bien, il y a à la fois le respect de la tenue, mais aussi le respect du commandement.
Et donc, vraiment, c'est le mot, c'est militaire. D'accord. Qui résume un peu tout. Et forcément, il faut cette discipline-là. Quand on a 8 enfants, on peut vite se retrouver avec un gang. Donc, vaut mieux. On est d'accord. On est d'accord. Donc, tu arrives en France à l'âge de 17 ans. Ouais. Après ton bac, tu fais une classe prépa. Donc, tu es très intelligente. Pourquoi faire une classe prépa et après une école d'ingénieur? Alors en fait, déjà c'est très simple, j'ai une appétence pour le monde du numérique qui est arrivée très vite parce que quand tu es adolescente, tu es très vite tombée dans l'ère des jeux vidéo, l'ère du numérique, quand on avait encore MSN, tu vois, tu tombes sur cette vague en fait. Donc tout de suite, tu as une appétence qui se développe pour le numérique et un choix qui était très simple, parce que moi j'ai énormément grandi auprès de mon père. On a toujours un enfant qui est très proche, on a toujours une fille qui est très proche du père. Et donc, moi, j'ai énormément grandi auprès de mon père et donc auprès de ses fonctions. Et donc, très vite, j'ai été confrontée à la question de la confidentialité. Et donc, quand tu vois des dossiers top secret qui tombent sur les bureaux, quand tu vois des réunions, des portes qui se ferment, etc. Donc, j'étais très vite sensibilisée à la sensibilité de la donnée et donc au caractère de l'information. Et donc, tout de suite, cette appétence-là m'a développé une espèce de curiosité sur le monde du numérique. Et puis, de fil en aiguille, je suis tombée dans le monde de la cybersécurité. D'accord. Et c'est ainsi que, du coup, de cela, j'en ai fait mon métier, qui aujourd'hui est responsable cybersécurité et dans lequel, le pivot premier de ma réflexion du quotidien, c'est comment protéger la donnée. D'accord. Maintenant, après, on met plein de choses autour de cette phrase qui veut tout et rien dire. Exactement. Mais c'est devenu un pivot de réflexion. Ouais. D'autant plus que c'est compliqué, je pense, de travailler aujourd'hui sur ces sujets-là parce qu'il y a un vrai enjeu. Mais en même temps, quand tu regardes la réglementation, à part RGPD aujourd'hui, t'as pas vraiment grand-chose. Donc, c'est assez, je dirais, complexe, mais en même temps, de grande envergure. Ah, mais complètement. Alors, il y a la partie RGPD qui sont sur les données à caractère personnel, mais il y a aussi les données, finalement, qu'elles soient de type médical, les données de type de la catégorie du métier dans lequel, la sensibilité du métier dans lequel on évolue. Mais il y a un caractère qui est beaucoup plus global aujourd'hui, qui n'est plus du monde du monde professionnel, qui est le monde du personnel, qui est aujourd'hui comment bien consommer Internet. Quand on a aujourd'hui une profusion d'informations sur les réseaux sociaux, et qu'on ne sait plus la différence entre du deepfake, du fake news, quand on ne sait plus aujourd'hui que déverser tant d'informations, c'est aussi flouter telle information, quand on n'a plus la limite entre répondre à une demande et cyberharceler, quand on ne sait plus aujourd'hui que les enfants, quand qu'ils accèdent trop tôt à ce type d'information qu'est l'espace numérique, sans armes, c'est comme les laisser dans la rue sans adultes. Et donc, en fait, c'est tout ce parallèle-là. Et de se dire, aujourd'hui, le monde du numérique, c'est comme la vraie vie. Quand tu prends le métro, tu ne prends pas le métro le sac ouvert et à moitié nu. Et donc, Internet, c'est pareil. Et donc, c'est rappeler un peu tout ça. Merci pour cette belle image. Et c'est ça qu'on oublie souvent. On pense que parce que non tangible, c'est non réglementé ou non, qu'il n'y ait pas de bonnes pratiques à cela. Mais en fait, il y a des bonnes pratiques dans tout. Parce que Internet, c'est comme tout, ça se consomme et il faut le consommer de la bonne manière. Et du coup, ça envoie plein de choses. Désolée, je parle beaucoup. Tu m'envoies dans ma passion. Tu es là. Déjà, tu es une femme de conviction et je vois que ça soit dans ton travail ou même dans le milieu politique, et je suis certaine dans ta sphère familiale, tu parles avec beaucoup de passion et de conviction et c'est tout à ton honneur, franchement. Alors, je voudrais qu'on revienne sur ton engagement politique. J'ai passé ton Instagram au crible. Yes. Et donc, j'ai vu que sur un de tes posts, tu as marqué l'engagement politique peut être une nécessité, mais il n'est jamais une valeur. Toi qui parlais, qui disais précédemment que ton père vous a élevé avec un code des valeurs, parce qu'il était militaire, notamment. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette citation-là? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es conseillère municipale et territoriale juste comme ça et que c'est pas par valeur que tu l'as fait? Alors non, parce que en fait, s'engager, c'est un processus de départ. C'est pas la fin de l'histoire, c'est le début de l'histoire. Sauf que s'engager sans connaître véritablement son pourquoi et ce pourquoi on se bat, c'est pour moi faire cet opportunisme de l'engagement. Et donc d'aller fausser, vaquer et troubler un certain nombre de choses qui sont aujourd'hui déjà très compliquées.
Je m'explique. Si aujourd'hui, on ne s'engage pas, donc ce que j'appelle s'engager, c'est prendre le code politique et se saisir de position. S'engager dans le sens d'échéance électorale, s'engager dans le sens vraiment prise de position publique. Voilà. Et donc ça, lorsqu'elle est faite sur des intentions qui ne se basent pas sur justement le bien commun, qui ne se base pas sur un fondement de valeur, associer le simple fait de prendre des positions et s'engager, c'est pas ça en fait le truc. Le truc c'est aujourd'hui, qu'est-ce que tu amènes sur le bien commun ? Quel est ton projet en fait ? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que, comme j'aime à dire souvent, et ça va résumer un peu ce que c'est vrai que c'est fouiller un peu comment je te le dis, mais il y a un truc qui est important pour moi, un leader, ce n'est pas celui qui a une vision, c'est celui qui est en capacité d'embarquer dans sa vision. Un leader démarre avec une idée, finit avec une communauté. Et donc aujourd'hui, dire que je m'engage, je suis une personne engagée, donc de valeur, c'est faux. D'accord. Tu vois, parce que j'ai des valeurs, donc je m'engage pour les défendre. D'accord, ok. Et donc, ce n'est pas un début d'histoire, tu vois ce que je veux dire, c'est un cheminement, en fait. Donc, quelles sont les valeurs qui t'ont amené concrètement à t'engager? Alors, là, il y a une nuance qui est un peu différente dans mon parcours parce que forcément, moi, arrivant de l'étranger, et donc, il y a un processus qui est différent, par exemple, d'une personne qui est militant dans un écosystème, etc., etc. Moi, mon premier déclic qui est arrivé très, très vite, c'est le fait d'être maman. Déjà, ça a été un alignement des planètes dans ma tête en me disant, mais c'est juste, tu ne peux pas élever ton enfant dans un écosystème dans lequel tu n'es absolument pas investi. Enfin, je ne peux pas laisser la responsabilité pleine et entière à un système dans lequel, genre, je pose mon paquet et puis je viens le chercher et puis merci, quoi. Donc, c'était juste inconcevable. Et bien que j'ai été engagée bien avant sur plein de choses et que je n'appelais pas ça de la politique. J'ai commencé à appeler ça de la politique en 2020. Parce que pour moi, quand j'ai été élevée à Djibouti, la manière de penser, la manière de réfléchir, on appelait ça de l'engagement, du militantisme. On appelait ça d'autres processus que politique. Parce qu'en Afrique, si tu fais de la politique et que tu ne le fais pas avec des gouvernements en place, t'es forcément opposant. En fait, il y avait le pour ou contre. Il n'y a pas de juste nuance, genre je suis juste politique parce que ça m'intéresse, l'écosystème de mon quartier, etc. Donc, moi, j'ai grandi dans un système où on n'appelle pas ce qu'on fait de la politique, ou vaut mieux pas appeler ce qu'on fait de la politique. Donc, du coup, je n'ai jamais appelé qui j'étais une femme politique. Et donc, j'ai commencé ça en 2020. Et en pensant en 2020 que j'avais un parcours un peu atypique parce que le maire en place en campagne à ce moment-là, qui était venu me chercher pour mes combats sur les logements, etc., etc., j'ai vu ça un peu comme un jeu de concours du hasard, on va dire. D'accord. Mais qui ne l'était absolument pas, parce que du coup, forcément, maturité faisant, on comprend pas mal de choses. Et que depuis que maintenant j'appelle ça de la politique, je me rends compte que j'ai toujours fait de la politique, mais que c'était interdit de nommer ainsi. Et d'en faire maintenant une forme de transmission, parce que il faut aussi transmettre, et qu'une vision, si elle n'est pas partagée, si elle n'est pas commune, d'abord, elle ne sert à rien, parce que du coup, tu ne la penses que pour toi, mais qu'en plus, si elle ne sert pas le faire société ensemble, du coup, je n'ai rien à transmettre à mon enfant. Du coup, en plus, entre-temps, j'en ai un deuxième, donc autant dire que l'alignement de planète, là, la responsabilité, elle est double maintenant. En plus, j'ai un garçon et une fille, donc du coup, je me dis, alors, il y avait un garçon, alors comment la société se comporte avec le garçon, t'élèves une fille, comment la société se comporte avec une fille, et vice-versa, comment eux vont se comporter dans la société, machin, donc il y a une réflexion incroyable qui se monte, quoi. Parfait. Bon, c'est clair. En janvier 2022, donc tu as affiché dans tes posts que tu étais oratrice nationale de la France insoumise. Yes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Alors, il s'est passé beaucoup de choses depuis. D'abord, surtout, des prises de conscience. Pour moi, d'être confrontée un peu à une gauche dans laquelle souvent on dit d'elle servir le peuple et d'être confrontée à celle qui se sert du peuple. Donc tout de suite, ce qui n'empêche en rien que je reste une femme de gauche et que je resterai profondément de gauche, mais d'être confrontée au fait que finalement la logique historique de la gauche n'est plus une logique de société aujourd'hui. Et donc, forcément, il y a tout cela qui a repensé. Et puis que tout simplement, mon projet, c'est pas d'être noir, quoi. Mon projet, c'est de parler d'écologie. Mon projet, c'est de parler de l'éducation. Mon projet, c'est de parler d'égalité des chances. C'est d'être en capacité de poser un certain nombre de discours. Et puis surtout, d'être en capacité de dire, on fait société tous ensemble. Donc, on peut à la fois la critiquer, la questionner et la préparer ensemble. D'accord. Donc, pour
que ça soit clair pour tout le monde, aujourd'hui, Je suis de la société civile sans étiquette. D'accord. Donc, tu n'es plus porte-parole de la France insoumise. D'accord. Qui a été bref et court, d'ailleurs. Mon porte-parole. Bah, c'est marrant que tu dises ça, hein, parce que pour moi, ça a été un choix de ta part ou... Oui. D'accord. OK. Est-ce que tu le regrettes? Absolument pas. Absolument pas, parce que l'expérience fait qu'aujourd'hui, en fait, plus j'en apprends de d'autres collègues, de d'autres camarades, etc. En fait, j'en apprends encore plus que avoir cette parole libre-là dans mon porte-parole-là est encore plus intéressante, puisque aujourd'hui, je peux comparer tout ce que fait la gauche librement. Et dans mon travail de transmission avec la jeunesse, je peux prendre les écrits de telle partie, de telle partie, de telle partie, en comparer, en sortir quelque chose qui va nourrir cette intelligence collective, parce que aujourd'hui, on est face à un constat qui est que les jeunes ne votent plus, ne s'intéressent plus à la politique. Et donc, le fait que j'ai aujourd'hui une parole libre, ça me permet d'arriver avec eux dans un débat beaucoup plus serein et dire, tu vois, je défends personne. Viens, on s'approprie le sujet, on se le compare ensemble et on se les challenge ensemble et on va récupérer les bouts et on voit qui dit quoi et comment. Et on va enlever toute cette rhétorique politique et on va voir dans la vraie vie, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois. Et du coup, ça, finalement, ça se goupille bien. D'accord. Les concours de circonstances se goupillent bien. Est-ce que tu t'es sentie manipulée? C'est la raison pour laquelle tu parles. Alors, je ne peux pas dire que je me suis sentie manipulée, parce que je pense que ne comprenant pas les choses, je ne peux pas rejeter la responsabilité à quelqu'un d'autre. Je pense que ma responsabilité est personnelle, et ma première responsabilité, comme j'aime à dire, c'est de s'informer, de se former. Et donc, quand on fait le choix de pas avoir été assez armé, assez formé, on ne peut que constater que la responsabilité est que de nous, en fait. Donc, je ne rejetterai pas la responsabilité sur qui que ce soit. J'avais une immaturité politique, et cette immaturité politique m'a fait faire des erreurs. Et donc, maintenant, mon plus gros du travail, c'est vraiment de travailler cette position politique, de travailler des idées politiques, de travailler des stratégies politiques. Et donc, forcément, mieux armé, mieux formé, je ne peux que mieux me positionner. Et donc, forcément, voilà, je ne rejetterai jamais la faute sur qui que ce soit. Je pense que mon immaturité politique française, parce que j'ai une certaine maturité politique est-africaine, mais ma maturité politique française a fait que, il y a certaines choses dans mon parcours qui peuvent être incohérents ou qui peuvent être incompréhensibles, mais qui, pour moi, dans ma chronologie, l'étaient. Mais forcément, avec la connaissance que j'avais, quoi. Sauf que c'est bien d'être con un jour, mais on peut pas être con toujours. Voilà. J'aime trop l'expression. Je voudrais revenir avant de clôturer sur le sujet, parce que j'ai pas envie qu'on s'étende dessus. Tu as dit tout à l'heure une chose, tu as dit, écoute, moi, j'avais pas envie d'être noire, je veux continuer, je veux continuer à parler d'écologie, de santé, d'éducation. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret où, à un moment, tu étais peut-être quelque part, soit sur le terrain, soit dans un bureau, soit au sein d'une réunion, et tu t'es dit, ouais, moi, j'ai pas envie d'être noire, en fait. J'ai envie de parler de ces sujets-là qui sont les réalités des Français. Il y a eu un nombre incalculable de fois, et il y a quelque chose qui va résumer le sujet. C'est quand on a sorti une tribune à l'issue des législatives 2022, des personnalités issues de la diversité, donc dans sa globalité, issues des quartiers populaires, et qu'on a rappelé qu'on n'était pas une valeur d'ajustement. Et donc cette tribune-là, à elle tout seule, et à la signature des 100 élus de l'époque, montre surtout qu'aujourd'hui la volonté n'est plus d'être une équation diversité, mais de bien devenir une équation politique dans laquelle on est tous des acteurs politiques. Et donc l'existence de cette simple tribune, montre qu'aujourd'hui on est à un virage de la question politique, et que la diversité n'est plus un peu ce discours qui va dire, ah ben non, mais tu vois, nous on est très ouverts de la société civile. Ben non, en fait. Vous n'êtes très ouverts que sur les faits. Montrez-nous aussi, au niveau de vos porte-parole, des visages que l'on voit, au niveau de vos têtes dirigeantes, au niveau de vos candidats. Mais il va y avoir quand même une échéance des européennes qui vont arriver, et la lecture, elle va se faire très vite. Combien de têtes de liste des européennes vont justement émerger des quartiers populaires, ou, à défaut des têtes de liste, combien vont être en éligibles issus des quartiers populaires, et même beaucoup plus largement, pour pas restreindre sur la question des quartiers populaires, puisque la diversité, elle est partout, elle n'est pas qu'en ville populaire, mais beaucoup plus largement, combien sur les hauts de panier des listes, donc la part éligible, vont être issus de la diversité. Et ça, c'est un calcul qui est tout simple à faire, il est observable. Maintenant, ça n'en fait pas un fait scientifique.
Et bien ça, je pense qu'il y a un moment où il faut confronter les partis politiques. Donc là, je parle vraiment de l'organe politique. Il faut les confronter face à leurs contradictions entre discours et actes. Où est le rendez-vous? Et je pense que ça, c'est quelque chose qui doit être fait au moment des élections, par le vote. Sauf que bon, pour l'instant, on se bat encore contre l'abstention. Mais je pense qu'il y a un moment, par le vote, eh bien, il faudra rappeler le sujet. On est d'accord. J'avance. J'ai regardé ton passage sur l'émission de Morandini Live. Donc, je vais pas citer le nom de la chaîne que j'aime énormément. Vous l'aurez compris. Donc, tu débattais... alors, au-delà du fait que tu débattais avec un autre consultant de plateau qui ne sert à rien, mais qui est là et qui a quand même un job à faire, comme on l'a tous dans la vie. On a tous un job et on doit le faire parce qu'on est payé pour ça. En gros, on est sur une chaîne qui remet tous les malheurs de la France sur, en fait, les musulmans à chaque fois. Et toi, tu arrives sur ce plateau-là avec un consultant qui a dit ses propos. C'est-à-dire que il parle de la ville de Stein et il dit « Il n'y a pas de Français de souche au conseil municipal de Stein ». C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu étais là, parce que tu voulais échanger sur ce point-là. Donc, moi, je vais être honnête avec toi, Nastéo. Où est le mal quand il dit ça? Pourquoi je dis où est le mal quand il dit ça? C'est parce que quand on regarde un petit peu d'où vient cette expression, donc ce terme est utilisé en 1960 quand De Gaulle commence à parler en gros de ce qui se passe en Algérie. Et quand il dit en gros Français de souche, il s'adresse aux pieds noirs de l'Algérie de souche et à eux uniquement. Donc, c'est un terme au début qui est là juste pour différencier les Français qui étaient nés et qui avaient grandi en métropole, blancs, bien entendu, des Algériens. Et d'ailleurs, dans les années 1958, on parle bien de Français de souche européenne et Français de souche africaine. Donc, une fois qu'on sait ça, Nastéo, où est le problème, en fait? En fait, l'exercice que tu fais là, c'est que, en fait, tu prends l'expression et tu la mets dans un contexte qui, aujourd'hui, n'était pas le contexte d'échange. Le problème, aujourd'hui, c'est que pointer des élus, parce que c'est surtout ça, c'est de dire, en fait, que des élus dans une ville ne sont plus des Français de souche. C'est faire un parallèle et un raccourci de dire qu'aujourd'hui, la République française n'est plus représentée par les Français. En fait, le raccourci était là. Et le sujet, c'était surtout de dire, parce que le raccourci était aussi un discours zémouriste, il faut remettre aussi le monsieur dans son contexte. Oui. Et donc, rappeler que délégitimer des représentants de la République, donc élus par le suffrage universel direct, par ses habitants, dans un discours comme celui-ci, c'est encore une fois rajouter, en fait, la stigmatisation et la place qui est donnée aux personnes, et donc cette fois vraiment beaucoup plus largement issues de l'immigration dans sa globalité, sur l'incapacité à la fois de représenter la République et l'incapacité d'être dans cette République. Et donc, forcément, de renvoyer chaque personne sur vous êtes une France d'un côté, nous sommes une France d'un côté, où nous sommes la vraie. Et donc, le parallèle, il est là. Et c'est de rappeler aujourd'hui que, d'abord, la France, elle est multiple. Et donc, c'est aussi ce qu'on a voulu faire par le vœu qu'on a fait, des cartes de vœux des élus issus de la diversité, même pas il y a quelques jours, sur les Nouvel An 2024. C'est surtout rappeler qu'en fait, la République, on en est tous ses garants, parce qu'on en est tous ses enfants. Et donc, en fait, c'est surtout ça. Et de rappeler que le suffrage universel direct doit être respecté. Parce que c'est en fait, c'est ça qui va tous nous mettre d'accord. C'est ce vote, en fait. C'est ce choix de dire l'exercice démocratique. Parce que si on fait plus l'expérience de cet exercice démocratique, à cette heure-ci, est-ce que nous sommes toujours une république? Il y a tout ce questionnement-là. Et c'est dans ce raccourci-là qu'il inscrit ça. Et donc, toi, quand tu remets cette expression comme l'expression issue de l'immigration ou comme autre, dans un contexte, en fait, historique, ou dans un contexte, quel que soit d'ailleurs le contexte, on pourrait le transvaser, il peut être vu comme quelque chose de sain. Et il peut être vu comme quelque chose renvoyant à une identité. Mais s'approprier son identité n'est pas forcément un problème. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une France stigmatisante. On est dans une France qui fait de ton identité une destinée.
Et ce n'est plus possible. Tu ne peux pas dire aux jeunes avec lesquels je travaille aujourd'hui dans une ville populaire que parce que issus d'une ville populaire, leur destinée est déjà écrite et qu'en plus, ils sont destinés non seulement à rester dans leur quartier, mais en plus à la médiocrité. Et ça, c'est pas possible. Mais sur ce point, on est d'accord. Moi, on est toutes les deux des femmes noires et des femmes intelligentes. On sait très bien que à chaque fois que ces commentateurs ou consultants ou peu importe comment ils veulent s'appeler, viennent sur des plateaux télé et jettent comme ça à la figure soit français de souche, soit issus de l'immigration, soit migrants, l'objectif est de dire en gros que vous êtes noir et arabe et donc vous n'appartenez pas à cette France-là. Et comme ça fait des années qu'on répète la même chose et que clairement pour des auditeurs ou des spectateurs comme moi, en fait c'est, pour moi, c'est des techniques de communication obsolètes. Je me pose la question de savoir, et c'est vraiment mon point quand j'ai regardé cette interview-là, c'est que bien que tu réagis sur le fait qu'ils disent qu'il n'y a pas de Français de souche, tu essaies de le ramener sur les questions essentielles que se posent tous les Français, que tu sois blanc, noir et tout. Je veux dire, aujourd'hui, quand tu vas faire tes courses, avec 100 balles, tu fais absolument rien. Donc, tu essaies de le ramener, mais il refuse d'aller sur ce terrain parce que clairement, il n'est pas armé. Et donc, moi, je me dis toujours, c'est que quand des personnes engagées comme toi ou d'autres personnes, Rokhaya Diallo, elle en fait plein, ou comme ça, on vous jette à la figure un peu ces techniques de communication vieillissantes, pourquoi ne pas les balayer d'un revers de la main et tout simplement vous concentrer d'entrée de jeu, sur les sujets de fond? Moi, en fait, c'est un peu ça ma frustration parce que à chaque fois que je regarde des intervenants, que ce soit des commentateurs, des femmes ou des hommes politiques issus de la diaspora, j'ai l'impression qu'on tombe toujours dans ce piège-là. Moi, mon rêve, ce serait qu'un jour, on soit sur des plateaux télé et que des commentateurs qui te lancent à la figure comme ça, ce genre d'expression, tu dis, oui, écoutez, De Gaulle l'a sorti depuis 1960. Donc, OK. Et alors, on peut avancer sur le sujet de fond parce que voici le sujet de fond. Et le reste, en fait, ça ne m'intéresse pas parce que ça nous intéresse pas. Après, sur le sujet de vouloir stigmatiser en fait les populations issues de la diaspora vivant dans les quartiers populaires, on est aligné. Et pour moi, il y a une vraie différence quand tu vis dans un quartier populaire et quand tu vis sur Paris entre le 1er et le 9e arrondissement. Parce qu'une personne issue de la diaspora qui a fait le lycée Henri IV, qui vit dans le 5e, d'accord? Et qui a fait HEC Paris ou l'école des Beaux-Arts, peu importe, ne va pas avoir, même si à un moment donné, on va lui rappeler qu'il est noir ou il est arabe, mais aura un peu plus de considération qu'une personne issue de la diaspora qui est dans un quartier populaire. Ce qui est, dans ce que la France prône, même si on sait que ça peut être un mensonge, est complètement à l'encontre, en fait, de ce que la France prône. Complètement. Alors, je comprends ta lecture parce que tu as une lecture à froid du sujet, que forcément, ça amène une certaine intelligence émotionnelle du moment. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est vraiment le moment. Quand tu as l'exercice, par exemple, d'une Rokhaya Diallo qui est justement habituée à ces questions de plateau, les questions du moment, en fait. On est là, on parle et on est en capacité de faire ce ping-pong-là et donc forcément de balayer une balle ou de ne pas balayer. En fait, la question du moment, elle est importante parce que il y a deux sujets qui ressortent. D'abord, toi, ta capacité à connecter toutes les synapses nécessaires sur ta rhétorique, parce que ça c'est un exercice. Oui. Parce qu'à froid, devant la télé, on gagne tous les jeux. Hein. Oui, voilà. Je suis d'accord. Mais donc à chaud, c'est aussi un autre concept. Et puis il y a un sujet aussi qui est important, c'est qui répond. Est-ce que à ce moment-là, le face-à-face se fait entre élus? Donc, c'est un débat. Ou est-ce qu'ils se font entre personnes de la société civile? Lorsque tu es élu, tu as aussi une fonction de représentation. Donc, tu représentes et tu portes aussi la voix des électeurs qui se sont engagés à tes côtés. Et donc, forcément,
protéger l'intégrité aussi des gens que tu représentes, aussi par l'identité de ta ville, par la question de l'actualité, etc., etc. Elle est aussi importante à prendre en compte parce que c'est les réponses auxquelles on t'attend aussi à chaque rendez-vous d'échéance électorale. Donc, en fait, c'est ça, tout ça qui est important. Donc, il y a la question du moment, donc le à chaud, et il y a aussi la question de ma réponse va avoir quelle portée politique. Et donc, tout cela, c'est important. Et répondre à un monsieur comme celui-ci, je ne peux pas le balayer par des faits historiques parce que le plus important et le quotidien des Stanois, c'est qu'on rappelle souvent aux Stanois qui sont de la diversité. Et moi, l'idée, c'est de rappeler qu'ils sont de la République. Et donc, forcément, je suis obligée d'aller sur ce terrain-là parce que politiquement, il y a un rendez-vous à tenir qui est ce rendez-vous de l'échange sur le plateau. Tu stigmatises presque 40 000 habitants, et bien, des élus de ces 40 000 habitants sont en capacité de rappeler qu'ils sont 40 000 Français. Donc, tu vois, c'est tout ça qui est important. Et souvent, et ce que tu dis, je le comprends parfaitement parce que souvent, j'ai ces discussions-là autour de moi et aussi, du coup, avec les militants aussi qui travaillent avec moi. C'est de souvent se dire, mais pourquoi on est toujours dans les polémiques? Mais la politique se nourrit de polémiques. Parce que c'est aussi une forme de lanceur d'alerte, une forme de détournement, parce que la polémique est aussi une stratégie politique. Donc, en fait, il y a tout cela. Il faut aussi, dans le code politique, reconnaître la place de la polémique. Et donc, par moment, ça permet de détourner l'actualité sur autre chose, ça permet de dénoncer quelque chose, ça permet de créer une vague. Tu vois, donc il y a tout ce jeu-là. Et donc, forcément, tu ne peux pas... Par exemple, des fois, on va te reprocher de ne pas avoir pris position. Mais moi, ne pas prendre position, j'en fais aussi une marque politique pour dire je choisis quand je prends position. Je ne suis pas obligée d'être dans l'émotion. Je ne suis pas obligée d'être à chaud. Je ne suis pas obligée d'avoir un avis sur tout. Absolument. Et souvent, on attend des politiques, surtout quand on démarre, on se dit que pour faire preuve de quelque chose, il faut que j'ai un mot à dire sur tout. Mais tu n'es pas obligé. Tu peux reconnaître que tu es en apprentissage. Tu peux reconnaître que ton avis est aussi changeant. Enfin, on n'est pas obligé non plus d'être... Il n'y a qu'un imbécile qui ne change pas d'avis, quoi. On n'est pas obligé d'être... Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas obligé d'être... On est d'accord. Et donc, il y a tout cela qui est important. Donc, je comprends. Et ça revient beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Je comprends qu'on se pose beaucoup la question de la polémique, de l'émotion, etc. Mais tout dépend de qui fait usage de cette polémique et de cette émotion. Tu vois, donc forcément, il y a une analyse. Voilà. C'est complexe. Mais on attend de vous, en tout cas... Ouais, je pense que là, il faut renouveler le débat politique. Moi, c'est pour ça que surtout... Et je pense que surtout pour des personnes issues de la diaspora, je veux dire, moi, je ne supporte plus personnellement, Nastéo, de regarder des débats, surtout sur ces chaînes 24/7 info. Je n'en peux juste plus parce que pour moi, en fait, ces débats-là reviennent et vraiment no disrespect parce que tout le monde a un job à faire et a des factures à payer. Mais pour moi, on est vraiment au stade de la discussion du café PMU. Ah mais oui. Mais pour moi, je vais pas citer les chaînes, tout le monde sait de quelle chaîne je parle, mais pour moi, on en est là. Et quand tu prends les personnes, ces journalistes, quand tu regardes le parcours de ces journalistes qui animent ces débats, c'est des mecs quand même qui ont fait Sciences Po, quoi. Et tu te dis, allez travailler dans le privé, vous serez certainement mieux payé. Bon, on va avancer. Yes. Tu disais tout à l'heure que tu es et tu restes une femme de gauche. Donc, tout à l'heure, donc on échangeait avant le podcast et avant, je t'avais dit en off qu'il y avait une chose avec laquelle j'étais particulièrement mal à l'aise, que ça soit en France ou même aux États-Unis, c'est cette fâcheuse manie que l'inconscient collectif a de croire que les Noirs doivent être forcément de gauche. Et je le dis parce que je suis une femme noire et c'est vrai qu'il y a des fois... j'ai le temps d'aller lire les programmes des personnes. Et c'est vrai que souvent, je me suis retrouvée dans des discussions avec des personnes de ma famille où clairement, par exemple, pendant la dernière élection présidentielle, où je disais que les programmes de droite étaient beaucoup plus intéressants dans une logique d'économie, dans une logique purement égoïste, en fait. Moi, le parcours que j'ai, les intentions ou, la vision que j'ai, les projets que j'ai envie de construire. Et tout de suite, dans mon cercle de famille, tout de suite, les gens me pointent du doigt en me disant « toi, t'es dans ta bulle » ou limite, toi, t'es une vendue. Et tout à l'heure, je te disais que c'est blessant parce que ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas une vendue. Et j'aimerais comprendre, avant d'avancer sur mes questions,
pourquoi est-ce que tu penses que dans cet inconscient collectif, en France, mais c'est aussi vrai aux États-Unis, puisque Joe Biden s'est quand même assis sur le plateau du Breakfast Club pour dire clairement à Charlemagne the God que s'il ne votait pas pour lui, c'est qu'il n'était pas noir. Donc, je pense qu'ils ont cette prétention-là les gouvernements de gauche ont cette prétention de croire qu'aujourd'hui, les personnes issues de la diaspora africaine et des minorités leur doivent quelque chose. Donc, pour toi, pourquoi est-ce que c'est le cas? Tu poses des questions qui sont très, très importantes et puis qui sont tellement très profondes. Mais je vais t'apporter 2 niveaux de réponse, si tu le permets. Le premier niveau qui est le mien. Je vais te répondre pourquoi je suis une femme de gauche et qu'est-ce que je trouve dans la gauche. Alors moi, je viens d'une famille, mon père a toujours voté à droite. Et il a mis un bulletin de gauche pour la première fois aux présidentielles dernières pour Mélenchon. Parce que sa fille y était, parce qu'un certain nombre de choses. Et donc, tout cela. Maintenant, je vais te répondre d'abord par mon prisme et puis ensuite te faire une analyse modestement à mon niveau, parce que j'ai pas une science politique et une histoire politique qui est ancienne. Mais à mon premier niveau, et comme on en a pu en discuter aussi en off, qu'est-ce qui fait le fondement de nos cultures? C'est la solidarité. Ce qui fait nos réflexes j'ai envie de dire, de base, c'est notre capacité à toujours considérer l'autre et à avoir une approche avec l'autre qui n'est... on ne sait pas être individualiste, on ne sait pas être égoïste. Culturellement, on a grandi dans ça. Et donc, forcément, le premier repère qu'on trouve, forcément, il est à gauche. Forcément. Je vais dire, oui, celui qui présente un bouclier humain, une valeur humaniste, qui est en capacité de mettre l'humain avant tout, etc., forcément, tu vas avoir ton repère là. Et donc, comme mon repère essentiel pour moi, il est sur 2 pivots, qui est d'abord celui de la question humaine, avant la question de l'argent, combien même je n'ai aucun problème avec l'argent, aucun rapport avec problématique avec l'argent, mais mon premier pivot de réflexion est d'abord l'humain. Mon second pivot de réflexion est la transmission. Donc forcément, avec ces 2 pivots de réflexion, je reste et resterai ancrée à gauche. Mais à gauche, ça ne veut pas dire forcément dans un parti, ça ne veut pas dire forcément dans un... Parce que qu'est-ce qui va faire ta politique du quotidien? C'est plein d'aspects, c'est la sécurité, c'est ceci, c'est cela. Je fais partie des femmes de gauche qui ne comprennent pas pourquoi la gauche ne traite pas la question de la sécurité. Pourquoi ce serait un adage et une chaise gardée de la droite, par exemple. Je fais partie d'une gauche qui, aujourd'hui, ne comprend pas pourquoi on ne peut pas traiter de la question de l'immigration. Pourquoi c'est pas un sujet de gauche, par exemple? Pourquoi c'est toujours un sujet de la droite? Je trouve que ça fait partie de nos politiques du quotidien. Et on peut s'approprier la politique du quotidien par le prisme humain dans tous les sujets. Dans tous les sujets. Donc ça, c'est le premier postulat et c'est ma réponse. Voilà pourquoi je suis une femme de gauche, voilà dans quoi je me retrouve, et parce que aussi, dans ces valeurs de transmission que je veux avoir pour mon enfant, c'est aussi penser la question éducative, parce que je ne pense pas la question éducative par la question de la quête monétaire. Donc forcément, je ne vais pas avoir un prisme de droite. Mais ça ne veut pas dire que le prisme de droite est faux. Je ne dis pas que la gauche est l'épicentre des bonnes idées, je dis que les prismes de réflexion que j'ai se trouvent là. Maintenant, il y a une intelligence collective à construire. Ça, c'est le postulat de départ. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la gauche est un héritage de la diaspora ou un héritage des villes populaires ou des quartiers populaires? Eh bien, de ma modeste expérience, j'en ai pas 10, en fait, il y a un sujet, c'est la gauche est là pour servir les peuples. Elle est là au service du peuple, elle est là au service des quartiers populaires, elle est là pour un certain nombre de choses, etc., etc. Et la droite est raciste. Et donc, la droite est contre toi. Et je trouve que c'est un raccourci. Et non pas que je défends la droite, mais je trouve que c'est un raccourci de l'exercice intellectuel démocratique qui n'est pas bon. Ce n'est pas avec ce raccourci-là qu'on va démocratiser la politique. Et ce n'est pas avec ce raccourci-là qu'on va faire en sorte que les gens se remettent à voter. Surtout qu'ils ont vu comment aujourd'hui la gauche a aussi des bilans négatifs dans les villes populaires. Enfin, il faut tous être... personne n'est prophète dans cette histoire. Personne n'est blanc comme neige ou etc. Donc, ils ont tous eu leur défaite et ils ont tous eu leur bilan négatif. Mais c'est pas une finalité. Je pense que c'est comme la question aujourd'hui sur tu votes à droite et donc t'es issu d'un quartier populaire, tu penses à droite, t'as pas compris ton histoire. C'est ça. Tu vois? Mais
Bon, je préfère qu'il vote à gauche, forcément, ça m'arrangerait. Mais pour autant, je pense que la politique, c'est aussi l'art de convaincre. Et que si on n'est pas en capacité de convaincre quelqu'un par le projet que l'on porte, l'échec, il est d'abord nous, il n'est pas l'autre. Il n'est pas dans le choix de l'autre. Et je trouve qu'aujourd'hui, la politique française est aussi dans sa manière des partis. Les partis sont en échec sur le terrain. Pour moi, et on ne me changera pas d'avis pour l'instant, parce que j'aime changer les avis, je ne suis pas une imbécile, pardon. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, les partis politiques sont en échec sur la démocratisation de la politique et qu'ils ne sont plus en capacité d'aller convaincre le terrain. On ne sait plus faire ça. Moi, j'ai grandi à Djibouti où parler politique et refaire le monde, c'était genre juste normal. On s'asseyait tous, on parlait, on débattait, tu sois plus jeune, plus âgé, machin. Aujourd'hui, qui débat de la politique en France dans les quartiers? Normalement, tu vois. Genre, tranquille, venez, on s'approprie la politique, c'est pas un sujet de clivage. Il y en a beaucoup qui le font. Beaucoup sont engagés. Je résume pas du tout mes propos. Enfin, je caricature pas mes propos. Mais ce que je veux dire, c'est que on a oublié de démocratiser la politique, quoi. Alors, pour moi, il y a deux sujets. Qu'on démocratise la politique et qu'on en parle dans les quartiers de façon intelligente, oui. Mais si c'est pour faire les discussions du PMU, non. Parce que qu'est-ce que ça fait, c'est ce genre de discussion-là? C'est que ça cultive et favorise les raccourcis dont tu viens de parler. Aujourd'hui, quand tu vas dans des villes, dans des quartiers populaires comme Stein, comme Saint-Denis, qui sont quand même targués de ghetto. Aujourd'hui, déjà, je comprends pas pourquoi ils sont targués de ghetto. Ils sont pas des ghettos, mais. D'accord. Oui, mais dans l'univers connecté. Attends, on est dans le podcast Real Talk Real Shit. On va pas se mentir quand tu dis que tu viens de. Hello les amis, je prends quelques minutes de votre temps juste pour vous remercier de regarder cette vidéo-là. Et comme d'habitude, s'il vous plaît, pour encourager ma chaîne YouTube, il est important de partager cette vidéo, parler, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et dernière chose, abonnez-vous et activez la cloche pour les notifications, comme ça vous regardez toutes les dernières vidéos. Et bye bye. Attends, on est dans le podcast Real Talk Real Shit, on va pas se mentir, quand tu dis que tu viens de ça, on se dit ah ouais, c'est de ghetto, tu vois. Et déjà, moi j'aimerais comprendre pourquoi aujourd'hui on targue ces villes-là de ghetto. Est-ce que c'est un sujet de sécurité uniquement, ou est-ce que c'est d'autres sujets? Tellement de sujets. Si on devait les résumer en 3 sujets. Déjà, est-ce que tu es d'accord sur le fait que... Alors, peut-être que le mot ghetto n'est peut-être pas approprié, mais est-ce que tu peux comprendre que ces villes-là soient targuées de ghetto littéralement? Alors moi, je refuse le terme ghetto parce que ça insinuerait que j'élève mon fils dans un ghetto et je le refuse. D'accord. Donc je refuse le terme ghetto. À la limite, j'entends ville populaire. Ça, je l'accepte. Je refuse le terme ghetto parce qu'aujourd'hui, on n'est pas à l'abandon, tu vois. Enfin, on n'en est pas loin, mais on n'est pas à l'abandon, tu vois. On n'est pas, c'est pas le Far West, quoi, tu vois. Il y a des gens, ils vivent très bien. On a quand même une belle identité de ville à défendre. Les jeunes sont très heureux de mettre le hashtag Stein parce qu'ils viennent de Stein, etc. Mais je pense que ce n'est pas parce qu'on est issu de villes dites populaires qu'on doit faire de notre choix la résignation. Et cette intelligence collective, ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a à foutre de la polémique, tu vois? Qu'est-ce qu'on a à foutre que les autres nous appellent ghetto? Je pense que la meilleure chose qu'on peut renvoyer, c'est la plus belle image qu'on peut avoir de nous-mêmes dans notre miroir. Et je pense que c'est ça tout le travail qu'on doit faire. Et moi, c'est ça aussi le pari que je fais sur l'avenir, c'est de prouver que, Stein, là où j'y élève mes enfants, il y a aussi une véritable réussite. Il y a de belles images qui en sortent, comme il y a de beaux talents qu'il y a aujourd'hui, et de préparer mes enfants pour qu'ils soient aussi les talents de demain avec nos outils du quotidien. Les améliorer, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce bilan, mais aussi se projeter sur notre capacité à faire un pari sur l'avenir. Et je pense que je n'aime pas le terme ghetto parce que pour moi, c'est un résumé du passé, ce n'est pas un pari sur l'avenir. Et donc ça, on ne l'inscrira pas comme ça. Et je comprends que l'intelligence collective
souvent pointe la Seine-Saint-Denis parce que c'est un département dont, justement, le seuil de pauvreté sur un certain nombre de pourcentages est important, qu'on est un département dit populaire parce que les questions de sécurité, les questions de statistiques sur la délinquance, etc. Je peux comprendre que sur la question des déserts médicaux, on a un vrai sujet à traiter. Donc, tout cela font partie des thématiques de la politique du quotidien. Mais la personne qui dit de ces villes-là ghetto, déjà la première partie du temps, on n'y connaît rien. En général, ces gens des plateaux, ils ne connaissent pas ces villes-là. Ils n'y ont jamais mis les pieds. Ils ne savent même pas une adresse. Ils ne connaissent même pas une personne de là-bas. Donc, c'est facile de caricaturer ce qu'on ne connaît pas. Et puis, souvent, quand ils y vont pour y connaître, un peu comme un Zemmour qui dit oui, le Bourget, le Blanc-Ménil ou je ne sais quoi, et bien souvent, c'est juste pour servir de caution à leur argument. C'est de dire, non, mais tu vois, je connais. Je sais quand même de quoi je parle. Ouais. Non, en fait, tu ne sais pas de quoi tu parles. Ça a été un ghetto lorsqu'on a été sur les années 60-70. Voilà, il y a quand même eu une forme de ghettoisation des territoires sur cette partie-là, mais ça ne l'est pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, moi, je prends plaisir à aller acheter ma baguette au Moulin Neuf, de discuter avec mon boucher, d'élever mon enfant, qu'il aille dans une école d'éducation prioritaire. Bon, ça, c'est un autre débat et j'en fais aussi une affaire sur ce débat-là. Mais voilà, et tout cela, et ce n'est pas pour moi ce n'est pas pour moi un résumé d'une situation pour dire qu'on est à l'échec. On ne sera à l'échec que lorsqu'on sera résigné. Et donc, pour l'instant, c'est aussi ça, pourquoi je parlais aussi d'engagement, c'est de se dire que prenons tout ce qu'on a en main et on y va, quoi. Et on fait ce pari sur l'avenir et on arrête de commenter le passé, en fait. D'accord. Je comprends et c'est clair. J'ai une autre question et après, ce que je voudrais faire avec toi, j'ai relevé 3 lois qui ont été votées et mises en application, en tout cas votées sous des gouvernements de droite qui, selon moi, offraient des opportunités à la diaspora africaine. Et je voudrais les partager avec toi. Okay. Et comme ça, tu me dis ce que tu en penseras. Okay. Mais avant ça, j'avais une question purement égoïste. Les amis, ce que je vais dire n'engage que moi. Est-ce que, Nastéo, tu comprends aujourd'hui certaines personnes issues de la diaspora africaine qui vont se balader dans des villes comme Sevran, comme Saint-Denis, comme Stein, comme Bondy, et qui vont voir plusieurs personnes voilées et qui disent aujourd'hui dans certains cercles qui comprennent que les personnes issues de l'extrême droite commence à dire en gros que les musulmans envahissent la France. Est-ce que tu peux comprendre des propos comme ça? Pas pour dire que c'est juste ce qu'il dit, c'est juste quand on dit des choses comme ça, mais est-ce que tu peux comprendre la peur due à l'ignorance de ces personnes-là? C'est une personne issue de la diaspora qui fait qui fait le même constat. Enfin, en gros, qu'il y ait une personne qui soit de la diaspora, mais pro-Zemmour. Pas pro-Zemmour, qui va dire, on peut être dans des discussions entre amis, je vais être cash, et qui vont te dire, ah non, mais quand tu vas, par exemple, à Sevran, tu vois, tout le monde est voilé là-bas. Franchement, je comprends qu'en gros, les Blancs, ils aient peur et que t'as certaines personnes qui se disent que, attends, on est en train d'islamiser la France parce que c'est juste pas possible. C'est assez caricatural, en fait, ce que tu présentes. Donc, si on pousse la caricature, je peux très bien allumer la télé et dire c'est dingue quand même, on a l'impression qu'ils sont tous blancs et qu'ils sont tous des hommes et que quand je regarde le Sénat et que je me dis qu'ils sont tous blancs ou tous ceci, du coup, est-ce que la France, elle continue de créer une forme de ségrégation? Tu vois, on peut aller dans la même caricature dans les deux sens. Donc, je pense qu'il faut laisser à l'idiot sa parole de con et puis que nous, on avance, quoi, et qu'on fait société autrement. Parce que si on commence à analyser toutes les pensées comme celle-ci, c'est là où, justement, on va perdre notre énergie. Parce que on peut pas convaincre tout le monde. Par contre, on peut faire le nécessaire pour embarquer tout le monde sur ce qu'on est en train de faire. Je m'explique. Je ne peux pas te convaincre que ce que tu vois dans ta perception,
que ta perception, par exemple, si tu supportes plus voir une arène d'hommes blancs, eh bien, tu passeras ton temps à voir des arènes d'hommes blancs et tu vas en faire une fixette et tu vas en faire une psychose. Mais je ne peux pas soigner tes psychoses. Tout comme une personne blanche va passer son temps à voir que des voilés parce qu'elle en a vu 3 sur un trottoir. Elle va se dire maintenant, il n'y a que ça. Donc, je peux pas soigner ta psychose. Par contre, je vais devoir composer avec toi parce que tu fais partie de cette société, de cette république et il faut bien qu'on avance tous ensemble. Eh bien, pour cela, c'est un peu comme les chiffres du RN. On passe notre temps à nous dire que le RN, il monte, il est à 30%, il est à ceci, il est à cela. Mais parce que le taux de participation diminue, parce que plus personne ne vote. Donc, tu peux être à 30% lorsque 1000 personnes ont voté. OK. On est d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, aujourd'hui, alors je suis quelqu'un qui aime beaucoup les débats. Mais maintenant, j'ai choisi mes batailles. J'ai décidé que je ne peux pas convaincre tout le monde, mais que je suis dans l'obligation d'embarquer tout le monde. Et donc, dans ce prisme-là, du coup, il y a des débats dans lesquels je rentre pas. Ouais, c'est ta perception. Je peux pas te convaincre de ta perception. À moins de te mettre d'autres lunettes et de te montrer une autre vision de la société, je peux rien faire. On est d'accord. Et on a tous quelqu'un dans nos familles qui est un peu bête. Et donc, enfin, un peu bête, excusez-moi du mot, mais on a toujours un qui est caricatural et qu'en plus, dans les périodes de fête, on retrouve autour de la table. Donc, t'en as toujours un. Donc, il faut composer avec lui. T'as toujours le tonton, le cousin, cousine, le machin. T'en as toujours un. Ouais. Et donc, celui-là, de toute façon, on va pas le sortir de la société. Il est avec nous. Donc, on va le laisser. C'est comme dans la famille. Donc, il faut voir la société comme ça. On peut pas convaincre tout le monde, mais il faut composer avec tout le monde. Et maintenant, franchement, j'aime énormément le débat. J'aime énormément tout ça. J'aime énormément la politique. Je suis passionnée de ce débat, d'argumentaire, etc. Mais il y a des débats, je rentre plus dedans. Vraiment. C'est comme mon tonton. Tonton, viens, prends un truc. Ça va aller. Tu as toujours la personne, comme on dit aux États-Unis, the person who tries to be funny, tu vois. Mais je pense que moi, personnellement, c'est juste la réalité de la France. Et il faut prendre cette réalité-là comme elle est et avancer. Point barre. Alors, la réalité de la France, elle est... Elle est diverse, elle est complexe, elle est aussi... elle est fragmentée. Elle est fragmentée. Elle est juste pour moi, à l'image de toutes les transformations que le monde est en train de vivre. Et comme on dit souvent, la vie, il faut la prendre comme elle vient. Cette transformation-là qui s'opère en France, il faut la prendre comme elle est. C'est ça. Après, parce que j'ai été bien élevée et parce que les droits d'aînesse en Afrique est une valeur, je peux comprendre que certaines mamies aient peur. Je peux le comprendre. Et je pense que, comme tu as dit, c'est à moi de choisir si j'ai envie de l'éduquer ou si j'ai pas envie de l'éduquer et me dire, c'est une mamie, quoi. OK, dans 5-6 ans, elle sera morte. Et c'est ça, parce qu'on va tous mourir, tu vois. Donc, end of the story. Donc, on avance. Donc, je disais que j'avais partagé 3 lois avec toi. Donc, première loi, c'est avril 1976 sous Giscard. J'aime bien Giscard. Donc, qui met en place un décret pour le droit au regroupement familial. Donc, c'est lui qui met en place le regroupement familial. Et c'est vrai que je me dis, c'est une opportunité à ce moment-là pour des personnes, on le sait, moi, j'ai des personnes dans ma famille qui sont venues ici et qui étaient tout seuls des hommes et qui, à ce moment-là, ont massivement, des grands-oncles à moi, c'est la génération de ma mère, qui ont ramené leur famille. Donc ça, c'est première chose. Tu me diras ce que t'en penses. Deuxième chose, on sait que le septennat de Giscard, quand même, il commence bien. Après, en 1974, t'as la crise du pétrole. Donc après, on est en crise économique. Donc quand on est en crise économique, on le voit actuellement ici. On s'attaque comme d'habitude à l'immigration. Mais je trouve que ce qu'il a fait, qui était intelligent et qui a pu ouvrir des opportunités, c'est qu'en avril 1977, il met en place cette aide au retour qui, je crois, était de 10 000 francs. Alors aujourd'hui, quand tu te promènes sur les réseaux sociaux, on parle d'entrepreneuriat, on parle du retour en Afrique pour ouvrir des business et que sais-je. À ce moment-là, en gros, il restreint les conditions du regroupement familial. Comme d'habitude, on durcit les conditions sur l'immigration, mais en même temps, il offre cette ouverture-là. On est en 77, ça fait 17 ans, oui, que certains pays ont eu leur indépendance. C'était aussi une opportunité pour les Africains issus de la diaspora de retourner et de commencer à construire quelque chose.
Et troisième et dernière réforme, donc c'est en 2007 sous Sarkozy, c'est la fameuse l'ouverture des universités. Donc la loi sur l'autonomie des universités. Donc je vois que là tu es dubitative. Ouais. Bon, je trouve que quand il redonne un peu le pouvoir aux universités de maîtriser leurs conditions de sélection et de process d'intégration, tout en permettant quand même aux étudiants de garder les différents parcours dans lesquels ils veulent avancer, ça a donné une chance aux étudiants africains quand même d'accéder à certains programmes dès lors où ils savaient qu'ils excellaient. C'est-à-dire, si tu excelles en maths, en physique, en chimie, tu savais qu'en tout cas, sur le papier, tu avais une chance d'accéder, par exemple, à l'ENA ou à des écoles ou à des prépas scientifiques. Donc, je pense que ça a pu être une opportunité. Encore une fois, ces 3 lois qui, je pense, offraient des opportunités. Je dis pas qu'elles étaient parfaites, mais elles offraient des opportunités. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je vais rebondir sur la dernière. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, en fait, encore une fois, il faut pas toujours prendre un bout du contexte. Tu peux pas avoir le discours des universités beaucoup plus ouvertes, accueillantes, un certain nombre de choses, et pour autant, derrière, durcir la question des changements des statuts des étudiants et sortir des circulaires pour que 110 000 étudiants quittent le territoire une fois les études terminées. Donc, il y a une forme de logique à garder, et cette logique-là, pour moi, elle ne peut pas être réduite à la question. Enfin, je reviendrai sur les autres, hein, mais cette question-là des universités, en plus Macron est revenu dessus maintenant sur les universités, machin, etc. Mais cette question-là, elle était à poser dans un contexte très précis de l'époque, sur une question aussi des partenariats des universités, sur un moment où la France arrivait à et qu'on me pardonne les mots si le mot n'est pas le bon, mais arriver à un goulot d'étranglement de l'innovation, et qu'elle avait besoin de se réouvrir au monde pour redevenir l'étendard de l'innovation. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un homme politique représentant un État est au service de son État, n'est pas au service des étudiants, enfin des pays d'origine des étudiants étrangers. Lorsque tu assouplis quelque chose, c'est que tu ne trouves plus la source de génie, et que tu as besoin d'assouplir quelque chose. Et que derrière, une fois les études terminées, tu bloques l'employabilité de ceux que tu as formés, tu es bien dans une quête d'un casting sauvage, en fait, de cette forme d'innovation. Et qu'on me pardonne si aujourd'hui ma réflexion et cette pensée-là n'est pas sur les bons mots, mais pour moi, c'est l'analyse que j'ai faite de ce moment-là, parce que du coup, j'en ai partagé un peu en termes d'expérience sur un bout de ça. Mais on en était là. Enfin, on n'était pas sur une question d'opportunité de la France pour le monde. On était sur comment la France regagne sa conquête du monde. Et donc, forcément, on n'est pas sur quelque chose... on n'est pas sur la charité chrétienne, mais pas du tout. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Mais pour autant, oui, c'est intéressant. C'est quelque chose qui a été d'une réflexion maligne, qui a été au service de la nation, donc qui a répondu à ses fonctions de chef de l'État pour sa nation. Et ça, forcément, on peut pas le nier, tu vois. Ça, c'est un sujet. Pour autant, est-ce que c'est une chose pertinente à faire, surtout quand tu veux le prendre par le prisme, par la lecture de la question de la diaspora? Est-ce qu'on est sur un prisme intéressant pour nous, tu vois? C'est aussi ça, tu vois. Il y a cette réflexion-là à amener. Donc ça, c'est bon, c'est juste pour répondre à la petite parenthèse et de Sarkozy, et d'en faire ma lecture personnelle, et qu'on me pardonne si je suis dans l'erreur, mais c'est la lecture que moi j'en fais. Sur la question du regroupement familial et sur cette question-là. Alors moi, j'en ai pas bénéficié. Hein. Moi, je suis moi-même migrante. Je suis pas issue de l'immigration. Et souvent, je déconne un peu en disant ça, et en rappelant que l'immigration, d'abord que la France n'est plus un pays d'immigration, il faut le rappeler. Mais que l'immigration, elle ne se fait pas que par la Méditerranée. L'immigration, elle vient aussi en avion.
Et elle peut même venir en classe affaires. Complètement. Donc, voilà. Donc ça, tu sais, on a créé un biais cognitif que le noir migrant était une forme dans une forme de précarité, dans une forme de violence, dans une forme. Et donc du coup, on a créé ce biais cognitif que forcément tout ce qui est issu de l'immigration a cette traversée historique, etc., etc. Absolument. Et ça, on crée complètement cette graine dans l'inconscient collectif, et donc forcément, on associe migration à violence, immigration à ceci. Et donc après, les raccourcis sont faciles. Et l'immigration, d'abord, elle vient de partout. Elle vient pas que d'Afrique subsaharienne. Elle vient de partout. Elle vient des zones de conflit, des zones de dérèglement climatique. Et elle est aussi une migration qu'on peut appeler des expatriés. On peut très bien venir de partout et puis de venir s'installer en France. Tout comme les Français le font partout, au Canada, en Afrique, etc., etc. Et donc ça, c'est important. Donc la question du regroupement familial, donc moi, je ne l'ai pas, c'est pas quelque chose que j'ai, c'est pas mon histoire personnelle, pardon. Et donc, il y a quelque chose qui est aussi important, c'est que une personne qui a été au service de la nation, que tu es parti chercher, tirailleur, constructeur du bâtiment, etc., etc., que tu n'as pas payé au juste prix, en plus, et que tu n'as pas payé à la juste prime. Et là, je salue vraiment le combat d'Aïssata Seck sur les tirailleurs sénégalais pour rappeler qu'ils doivent avoir leur prime et ils doivent avoir leur juste valeur, la reconnaissance de leur juste valeur. Et donc, quand on est face à tout cela, je pense que c'est la moindre des choses aussi de bien accueillir les gens. Je pense qu'il y a un devoir d'histoire et de mémoire sur la posture que doit avoir la République, à la fois vis-à-vis de l'homme que tu es venu chercher et que tu as mis sur les champs de bataille pour défendre le drapeau, mais aussi à tous ceux que tu es parti chercher comme main-d'œuvre. Et donc ça, il y a un devoir, en fait, de responsabilité. Ce devoir de responsabilité, jusqu'à aujourd'hui, il est un peu gênant. Il est un peu, tu vois, il crispe un peu par moments. Voilà. Et moi, je viens de Djibouti, qui est le dernier pays francophone indépendant. Quand même, on a été indépendant en 77. Wow. Donc c'est hier, pratiquement. Et moi, j'ai eu mon bac en 2007, qui venait du rectorat de Bordeaux, tu vois. Donc voilà. Donc tu vois, il y a au lycée de Conakry et c'est le rectorat de Bordeaux. Donc il y avait aussi une forme de souveraineté éducative qui se construisait. Bon, maintenant le bac a été pleinement djiboutien, etc. Mais on a une chronologie à respecter qui est pas du tout bonne ou mauvaise, où il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus, parce qu'on doit chacun suivre son temps. Et je pense qu'il y a aussi, je pense qu'on doit, et on se le doit à nous-mêmes, d'intégrer pleinement l'histoire de nos origines et l'histoire de notre quotidien du présent, en fait. Parce que souvent, moi, je caricature souvent, j'embête un peu mes amis entrepreneurs quand ils me disent « Ah non, mais on va aller investir en Afrique, on va faire ceci ». Je dis « Mais attendez, tu crois que l'Africain qui est là-bas, il regarde les étoiles le temps que tu arrives et que c'est un salarié en attente ?» Je dis « Si tu penses ça, tu vaux pas mieux que Bolloré. » Voilà. Tu vas devenir une diaspora coloniale. Tu ne vaux pas mieux. Pourquoi ? Parce que l'Africain qui est là-bas, il a un besoin d'éducation pour ses enfants, il a un besoin de santé, un besoin de loisirs, un besoin de vie. Donc, à partir du moment où tu n'es pas en capacité de penser politique, de t'engager en politique, à la fois là où tu vis ou là où tu imagines faire ta fondation, enfin j'ai envie de dire aide-moi, ton domaine, quoi, oui, ta vie. Oui. Ta vie. Voilà, ton business, quoi, oui, là où tu veux le faire. Si tu le décorrèles d'une pensée politique, eh ben, tu vaux pas mieux que te dire que je vais chercher un Africain qui va travailler pour mon usine. Mais en fait, il attend pas que ça, l'Africain qui travaille pour ton usine. Bah non. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Après, on est juste biaisé parce que je pense que on est biaisé et donc on utilise des mots maladroits. Parce que quand tu m'as dit ça, je me suis tellement revue. Je dis la vérité aux gens. On a encore ce biais de se dire que quand on va rentrer, on va ouvrir des entreprises, on va embaucher d'autres personnes pour qu'ils puissent... en gros, on va les aider. On est encore dans cette mentalité de non, on va aider un peu. En fait, non. Il faut pas forcément se dire... Voilà, il faut co-construire. Mais je pense que c'est juste parce qu'on est maladroit, parce que l'intention est de pas... dire, enfin, je pense qu'on est maladroit, parce que la nature humaine, tu sais, alors, moi, il peut y avoir de la maladresse, mais il y a aussi une volonté de ne pas considérer la question politique de nos pays, parce qu'on considère que la question politique de nos pays, d'abord, nous regarde pas,
Alors, si en plus celle de la France où tu vis te regarde pas, alors celle du pays te regarde, alors qu'est-ce qui te regarde en politique? Des fois, souvent, j'embête les gens comme ça, tu vois, genre, je vais titiller un peu. D'abord, nous regarde pas parce que un système trop installé, parce que ceci, parce que la corruption, parce que, etc., parce que, etc. Et donc, on se retrouve héritier d'un système qu'en plus, il faut qu'on l'accepte tel quel, parce qu'on en a rien à foutre, mais qu'en plus, on s'attend que la personne qui vient travailler pour quand elle est dans mon usine, en fait, le salarié, il n'a pas tous ces problèmes-là, il n'a pas tout cet écosystème-là. Et parce que tu vas le payer, donc tu injectes de l'argent dans toute cette économie qui tourne, et ben c'est lui, quand il va sortir de son usine, il va se débrouiller. Ben non, en fait, ben non. Donc, faire société ensemble, c'est aussi penser dans cette question politique beaucoup plus globalement. Sinon, tu ne vaux pas mieux qu'un Bolloré qui venait en Afrique, qui exploitait les terres et qui repartait. Et encore un Bolloré, non, avec tous les procès de corruption qu'il y a dessus, je pense qu'il faisait plus de politique que nous. Hein, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, mais tu vois... Non, on est d'accord. Écoute, je dois malheureusement terminer cette interview. J'ai une dernière question aussi, tu peux me répondre rapidement. Est-ce qu'on peut aisément dire que l'extrême droite va passer sur les prochaines élections présidentielles? Malheureusement, ouais, mais à une condition, sauf si les 70% des gens qui s'abstiennent décident de plus s'abstenir. Voilà. Après, soutenez qui vous voulez, mais juste votez, quoi. Ouais. Déjà, moi, ça fera plus de participation. C'est ça. Et plus de participation, bah, du coup, ça revoit les chiffres du pourcentage. Donc, voilà. Allez lire après, un peu, même les résumés des programmes. Je veux dire, aujourd'hui, tu as des gens comme Hugo Décrypte. Ouais. Les gens, ils vous donnent tout sur un plateau servi, les gars. Allez regarder les programmes et faites des choix purement égoïstes. Vous ne devez rien à personne à part vous-même et vos enfants si vous en avez, tout simplement. Bah écoute, c'est la fin de... Alors, on n'a pas fini. Tu sais qu'ici... J'ai vu, je voulais fuir avant. Alors, ici, on a 2 traditions. On fait un jeu et ensuite, on offre un cadeau. Allez, c'est parti. Donc, le jeu... Donc, c'est le jeu en face de toi. Tu le connais ou pas? Oui. Bah, c'est la nouvelle édition. Hein? Alors, je la connais pas. Là. Ok, bah, si tu n'as pas la nouvelle édition, faut que tu ailles l'acheter. On est là pour support black business. Business 100% drôle, donc. black. Ok. Donc, vu que tu le connais, écoute, hein, on va s'y prêter. Je te laisse choisir une carte. Ah, mais personne ne veut prendre des cartes rouges. Personne ne veut se mouiller. Alors, les hommes devraient-ils se montrer plus exigeants en amour? Ça tombe que sur moi, ces trucs-là. Alors, les hommes devraient-ils se montrer plus exigeants en amour? Déjà, pourquoi réduire cette question aux hommes? Mais je vais y répondre. Alors, cette question est compliquée pour moi. Parce que tu n'es pas un homme, déjà. Parce que je ne suis pas un homme, déjà. Et cette question est compliquée pour moi. Et mais quand je vais me prêter à l'exercice du jeu, et je pense que ils devraient être exigeants, pas plus ou moins, parce que je ne sais pas s'ils sont moins aujourd'hui ou plus, mais peu importe. Ils devraient être exigeants et tout à chacun, on devrait l'être. Parce que de cette exigence, en fait, on caricature le mot exigence comme quelque chose de péjoratif. Mais exigence, c'est camper sur ses valeurs. J'ai un objectif, j'ai un prisme d'appréciation. Et mon prisme d'appréciation fait que je veux être en compagnie de... Tu vois, on vient de passer un bon moment. Je veux passer que des bons moments dans ma vie. Donc, c'est normal d'être exigeant. Et c'est normal de l'être encore plus en amour parce que c'est dans cette zone-là où naît toute l'innovation. Parce que c'est là où on va sortir toute notre énergie, là où on va être le plus naturel, là où on va être le plus beau, là où on va être le plus imaginatif, là où on va être le plus compétitif, le plus conquérant possible. C'est là où, en fait, un peu comme Red Bull, quoi, ça donne des ailes, je sais pas un truc, mais c'est là où, tu vois. Et donc, forcément, c'est le point où on doit être le plus exigeant, beaucoup moins que chercher son entreprise, faire ses sous pour acheter des yop dans le frigo, ok, quoi, tu vois. Mais encore plus en amour, parce que quelqu'un, par exemple, comme moi, je vais répondre par ce prisme-là, quelqu'un comme moi qui n'a que limite là où mon énergie peut m'emmener, eh bien, j'ai besoin d'avoir un endroit où cette énergie peut émerger de plus en plus, tu vois. Et donc, oui, ils devraient être exigeants, et oui, ils doivent l'être aujourd'hui, et même pas devraient, ils doivent l'être aujourd'hui, tout comme les femmes doivent l'être aujourd'hui, parce que la zone amour, c'est la zone de l'innovation, c'est la zone de l'expansion de l'homme,
Et vraiment, c'est la zone où on va avoir une créativité de dingue, quoi, parce que c'est la zone où tu es censé être en sécurité. On est d'accord. Bon, je me prête au jeu et après, je te donne le cadeau. Allez. Question n'était pas facile, hein. Oh, j'en ai tiré 2. Comment on fait quand c'est comme ça? On fait les 2. Non. C'est perdu. Alors, pourquoi les femmes sont-elles transactionnelles en amour? Alors, cette question, moi, j'aurais ajouté le mot pourquoi certaines femmes, parce que je pense qu'il y a des exceptions comme partout. Peut-être c'est pour ça que ça confirme la règle. Transactionnelle. Alors, moi, je peux dire que je suis transactionnelle et je parle de transaction, pas forcément d'argent. Oui. C'est par exemple quand tu me dis, tu descends la poubelle, en fait. Tu m'as dit que tu achètes les packs d'eau, tu achètes les packs d'eau. Je pense juste que je vais parler pour moi. C'est parce que ça fait partie d'un de mes langages d'amour. C'est act of service. Il faut que tu tiennes ta parole lorsque tu me dis que tu vas faire quelque chose. Et c'est juste la raison que j'ai. Donc, je pense juste que c'est parce que ça fait partie d'un de mes langages d'amour, tout simplement. Yeah. Deuxième question. Cite 3 caractéristiques qui rendent une personne attirante. Alors, je suis une femme hétérosexuelle, donc je vais parler de 3 caractéristiques pour moi qui rendent un homme attirant. Et donc, déjà, faut qu'il soit grand. Je l'ai déjà dit, si je le redis. Voilà, mon homme, il est grand. Moi, je suis un peu grande. Enfin, je suis pas grande, je fais 1m70, mais il faut qu'il soit plus grand. Deuxième chose, il faut qu'il soit fin. Je vais m'arrêter là. Voilà, on va pas me dire que je suis grossophobe ou quoi que ce soit. Je vais m'arrêter là. Et troisième chose, il faut qu'il soit analytique dans la façon dont il pense et qu'il gère sa vie. Donc, je vais pas dire un homme intelligent parce qu'on peut mettre tout et n'importe quoi, mais c'est vraiment avoir un esprit analytique dans tout ce qu'il fait. Voilà. Et s'il a déjà ça sera pas mal. Et oui, et qui croit en Dieu. Mais ça, c'était la première des choses que je devais dire. Nastéo, ton cadeau est derrière toi. Afrotopia. Alors, je te dis pourquoi je t'offre ce livre. C'est un livre que j'ai lu, que j'ai souhaité te l'offrir parce que c'est un livre qui parle de comment l'Afrique doit se réinventer. Tu es une femme de conviction et je me suis dit que quand tu lirais ce livre, ça te donnerait encore plus d'aile si un jour tu as envie, tu as des ambitions pour la terre-mère. Et c'est un livre vraiment qui essaye un peu de se détacher de tout ce que l'Occident a donné comme critères de développement et a attribué à l'Afrique qui ne correspondent absolument pas aux réalités africaines. Et je me suis dit que le fait que tu le lises, tu es une femme intelligente, ça te donnerait des idées et pourquoi pas en discuter autour d'un verre une autre fois off camera. Carrément. Carrément, tu as tapé dans le mille parce que ça fait partie de mes ambitions et de mes projets de vie. Donc, tu as tapé complètement dans le mille parce que pour moi, aujourd'hui, ce qui manque aussi à l'Afrique, c'est que en fait, on ne fait pas de la politique africaine qu'en Afrique. La politique africaine, quelle que soit, parce que les pays sont différents, plus d'une 50aine de pays, mais garantir les intérêts d'un État ne se fait pas que dans l'État. Il peut se faire depuis tous les placements, finalement, toutes les institutions extérieures. Et aujourd'hui, ça fait partie de mes ambitions et que je prépare. Aujourd'hui, en intégrant une formation de direction de cabinet politique, en intégrant plus de mon travail, etc. Parce qu'on doit être assez armé. Et pour moi, depuis très petite, j'ai appris que gouverner, il nous manquait. Parce que, en fait, pour gouverner, il y a 4 piliers qui sont importants. Prendre position, asseoir ses valeurs, préparer, vraiment préparer les projets, les mettre en œuvre, donc avoir un bilan, etc. Mais surtout, ce qu'on ne sait pas faire et qui nous manque beaucoup à la diaspora, c'est préparer l'avenir. On nous a appris à tous et chacun un espèce de verrou où on nous oblige à sacrifier au présent notre avenir. On ne sait plus transmettre, on ne sait plus préparer et on considère que l'autre, issu aussi de cette diaspora, qu'elle soit noire, asiatique ou ce qu'on veut, on considère qu'elle peut prendre notre place.
et on la considère jamais comme finalement celle qui va être aussi un pari sur l'avenir, celle qui va prendre position ailleurs. Et en fait, on nous a appris à ne pas être un millier côte à côte, mais un millier l'un après l'autre. Et donc, on attend toujours le tour de quelqu'un, et alors qu'on peut être un millier alignés et un millier sur des prises de position. Et donc, en fait, et c'est pour ça que souvent, dans nos pays d'Afrique, il nous manque ce point-là et qu'on est toujours dans un échec et une reprise constante sur les échéances électorales, c'est qu'on ne s'apprend pas à préparer l'avenir. Et donc, on n'a jamais pris la main sur une véritable gouvernance, en fait. Et donc, c'est toute cette analyse-là, à la fois sur les aspects numériques, etc., etc. Et je me dis que on a été héritier de frontières. Est-ce qu'on peut en définir d'autres sur la gouvernance numérique, par exemple, qui peut être les véritables frontières d'Afrique si le numérique était un point d'échange intergouvernemental, etc. Et donc, il y a une véritable pensée qui n'est pas de demain, qui est d'aujourd'hui, en fait. C'est vraiment comment on fait en sorte qu'on réimagine cette terre-mère sur une position, tu vois, plus engagée, mais avec les vrais codes, pas avec les codes qu'on nous a imposés. Exactement. Tu vois, avec les vrais codes de la politique, les vrais codes de la diplomatie, les vrais codes vraiment du développement. Écoute, tu en trouveras quelques-uns qu'il présente ici avec vraiment beaucoup d'humilité, mais en même temps avec beaucoup d'intelligence. Parce que c'est un grand monsieur, il a fait beaucoup d'études. Okay. Donc, tu auras quelques réponses. Ouais. Merci d'être venu, Nastéo. Merci à toi pour l'invitation. Prends grand soin de toi et de ta famille. Et merci pour la confiance. Merci pour ce temps incroyable. Merci beaucoup. Les amis, c'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, je vous laisse cliquer sur la partie souscription et s'il vous plaît, abonnez-vous et cliquez sur la cloche, comme ça vous recevez toutes les nouvelles notifications. Bye bye.